Heureux d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre magazine kiosque pour être édifiés sur ces différentes questions qui touchent à la vie nationale. Sujet, les États-Unis d'Amérique viennent de sanctionner les hauts gradés de l'armée rwandaise et le Rwanda n'a pas tardé de répliquer. Il dénonce une politique de déploiement de mesures. Le gouvernement congolais salue cette initiative, mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir quel impact aura ces sanctions en l'endroit des hauts gradés de l'armée rwandaise. Faudra-t-il admettre que c'est la fin ou le début de la fin du régime Kagame? Quelles conséquences aura ces questions de sanctions sur les terrains en vue de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Faudra-t-il admettre que les États-Unis d'Amérique restent déterminés pour imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Analyse et commentaires au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques. Et puis nous allons parler de cette guerre sur le plan international entre les frappes de l'Iran et des États-Unis d'Amérique. Une guerre qui menace la paix aussi dans le monde. Quel impact aura cette guerre sur le plan économique en Afrique? Voilà autant de questions qui vont constituer l'ossature de cette émission kiosque avec nos invités. Ousmane Podokaba, salut. Salut monsieur le journaliste, je profite aussi pour saluer Vieux Gandhi. J'ai toujours la culture, l'habitude de l'appeler comme ça, parce que c'est un monsieur que j'ai toujours apprécié ses analyses. Ses analyses ont toujours été des analyses pertinentes. Donc je suis vraiment heureux de partager le même plateau avec le Vieux Gandhi. Très bien. Monsieur Gandhi, salut. Salut à toi, à toute l'équipe de CCTV et de la radio Ralik. Je salue en passant aussi les Ndalois, ceux de Bandalungwa, ceux de ma campagne, et puis sans oublier Météo. Je salue aussi mon ami Ousmane. Ça me va droit au cœur, ce que tu viens de dire par rapport à moi. Mais c'est grâce aussi aux gens comme Kabeya et les d'autres médias que j'essaye de m'exprimer, d'apprendre aussi, puisque j'apprends beaucoup des autres. J'apprends beaucoup des téléspectateurs ou des auditeurs que je rencontre. Ils ont toujours un petit mot, tout ça, on prend en compte. On n'est pas parfait, on essaie de faire au mieux, de pouvoir faciliter la compréhension de nos concitoyens sur les faits d'actualité concernant notre pays comme l'étranger, mais aussi une façon, pas seulement de critiquer, mais si critique il y a, que ce soit une critique positive dans le sens où on peut pointer du doigt ce qui ne va pas, mais à côté, on propose toujours, et dans la mesure du possible, des solutions. Très bien. Ousmane Podokaba, je commence cette première tour de table avec vous. Les sanctions américaines en l'endroit de haut gradé de l'armée rwandaise. Faudra-t-il admettre que le monde occidental conjugue aujourd'hui le régime du sanguinaire Paul Kagame au passé? Oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, comment je veux dire, que les États-Unis d'Amérique pouvoir changer de cap, aller dans le sens de sanctionner le gouvernement rwandais, le régime rwandais, parce qu'il y a eu des sanctions, je crois, contre 2 militaires de l'armée rwandaise, dans le cadre de cette déstabilisation de l'Est qui doit aujourd'hui faire, je crois, plus de 30 ans, 3 décennies. C'est trop. Alors, c'est un signe positif ici en République démocratique du Congo, mais nous demandons aussi
à la communauté internationale, à l'ensemble de la communauté internationale, de pouvoir encore mettre de la pression contre ce régime barbare, ce régime tyrannique de Kagame. Mais pour que Kagame, ces régimes deviennent ces régimes monstres, il y a aussi cet appui et qu'il a eu à bénéficier de tous ces pays qui aujourd'hui essaient un peu de pouvoir les sanctionner, notamment les États-Unis d'Amérique et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parce que, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, et moi je l'ai toujours dit, Kagame, c'est presque ce produit américain. Il a été formé aux États-Unis d'Amérique, il y a vécu, il a bénéficié d'un appui considérable, surtout des Américains. Aujourd'hui, ça doit faire aujourd'hui plus de 30 ans, comme je le dis tantôt ici. Si les États-Unis d'Amérique changent aujourd'hui le fusil d'épaule, en tout cas, nous devons le saluer. Mais seulement, nous pouvons dire aussi que ce n'est pas pour la première fois que le Rwanda soit visé par des sanctions. Même en 2013, le Rwanda était visé par des sanctions. Je crois que c'est ce qui a fait que le Rwanda, comment on dit, les 1,23 de cette époque-là, soit affaibli, parce qu'il a été sanctionné. Nous voudrons cette fois-ci que les États-Unis d'Amérique et l'ensemble de tous ces pays soient, comment je vais dire, très rigoureux vis-à-vis du gouvernement rwandais. Nous saluons aussi évidemment, comment on veut dire, l'implication de la France, parce que la France aussi a toujours été aux côtés du Congo, de la République du Congo. Même avec Mobutu, nous avons vu comment la France est impliquée dans des guerres pour, n'est-ce pas, comment on veut dire, bouter les rébellions, les terroristes, les ennemis de la République démocratique du Congo. Nous avons vu ça à Likasi, lorsque la France était intervenue aux côtés de Mobutu pour que la paix revienne de ce côté-là. Nous saluons l'implication de la France avec la résolution 2277. Ici, il faut le rappeler parce que même, comment je vais dire, avant l'initiative de la résolution 2277, je crois cette résolution de la France s'était impliquée pour initier qui est la levée de l'embargo de la République démocratique du Congo concernant les armes. Donc, l'implication de la France est tellement éloquente et nous pensons que la France doit continuer toujours dans cet élan-là de soutenir le Congo, de soutenir que le Congo ne puisse pas ébranler, ne puisse pas se fracturer, ne puisse pas fragmenter à l'intérieur, que nous continuons toujours à voir ce Congo uni et indivisible. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir quelle portée auront aujourd'hui ces sanctions sur la capacité opérationnelle de cette armée rwandaise. Je crois qu'on doit aller au-delà des sanctions. Oui. Je ne sais pas, ça va demander maintenant les accords bilatéraux. Je ne sais pas comment nous sommes en train de voir, d'initier, de réfléchir aussi avec différents partenaires. Comme les États-Unis d'Amérique, la France disent qu'ils sont nos partenaires traditionnels, je crois qu'ils doivent aussi nous appuyer sur le plan militaire. Parce que Kagame, semble-t-il, il aurait, je crois, dû hier le régime de Kagame qui va retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aujourd'hui l'A23 qui paraît être très opérationnel. Il a eu à former des gens, il a eu à former des militaires au centre de Rumangabo. Même si aujourd'hui le Rwanda partait, je crois que le 1-23 aura toujours le répondant. Donc nous devons ici, en République démocratique du Congo, nous préparer suffisamment sur le plan militaire pour bouter la rébellion du 1-23, quand bien même bien au-delà de ses soutiens, peut-être qui lui sera privé du Rwanda, nous devons nous préparer suffisamment pour bouter le 1-23 de notre sol. Très bien. Mais c'est qu'on dit, je reviens à vous. Quelles en seront, en fait, les conséquences sur le mission internationale confiée, bien évidemment, à cette armée rwandaise, mais également en interne? Faudra-t-il admettre que cela peut-il créer des tensions susceptibles d'aboutir à un nouvel ordre à Kigali? Ouais, nouvel ordre à Kigali, nouvel ordre aussi chez nous. Pas dans le sens de changer le pouvoir. Oui. Chez nous, ce sera plutôt dans le sens de changer de gouvernance. Le président a pointé du doigt dernièrement le problème qui était lié au retard cumulé par rapport au salaire des fonctionnaires.
Avec il a constaté, il a dit qu'on a fonctionné jusqu'à présent dans les approximations. C'est d'à peu près. On n'a pas fonctionné normalement tel qu'on devait fonctionner. Il a demandé au Premier ministre, à la Première ministre, au gouvernement, réellement d'avoir des politiques, de mettre en place des politiques susceptibles de rencontrer l'assentiment de nos populations, à savoir qu'il y ait des résultats pour nos populations. Donc nous devons changer de fusil d'épaule au niveau de la gestion. Quand, si je me limite à ça pour répondre à ta question, les sanctions là, ça ne va pas se limiter là. Vous avez vu, Ousmane a rappelé les accords, les dispositions 2773 des Nations Unies, du Conseil de sécurité. On oublie souvent aussi une autre résolution encore plus dure, c'est la résolution 2808 qui oblige les Nations Unies à faire en sorte qu'il y ait des solutions, même militaires, à la tête des régiments du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a un Américain. Ce que les Américains viennent de prendre comme sanction, c'est sur le plan moral. D'une manière ou d'une autre, c'est sur le plan moral, mais les sanctions iront graduellement. Vous avez vu les résolutions, vous voyez maintenant les sanctions des responsables de l'armée, mais demain, ce sera Kagame qui sera sanctionné, ou peut-être il sera sanctionné une fois pour toutes pour lui demander de partir du pouvoir, ou l'éliminer. Moi, je pense que c'est à saluer. Souvent, on a qualifié ces sanctions aux sanctions d'hier. Mais il faut dire, c'est dire qu'on ne peut pas comparer les sanctions qu'il y a eu en 2012-2013, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu. Certes, le Rwanda était soutenu par un conglomérat de multinationales américaines, françaises et autres, mais aujourd'hui, on est face à des enjeux importants pour le futur du monde, le futur des États-Unis. Pour que les États-Unis puissent garder sa prééminence au niveau international, il a besoin, entre autres, je ne dirais pas simplement du Congo, mais entre autres du Congo, pour pouvoir assouvir à ses besoins au niveau des matières premières, dans le domaine de la technologie, des armements, mais dans d'autres domaines également, notamment l'intelligence artificielle. Les enjeux sont différents. Le Congo compte, mais c'est à nous de savoir tirer notre épingle du jeu, ou comme disent les Français, le marron du feu. C'est de bon augure qu'il y ait eu ces sanctions, et je pense que demain, on passera à autre chose. Même si cela n'est pas suffisant, mais on peut dire que, à quelquefois, malheur est bon. Oui. Si le Congo était resté dormir sur ce laurier, en disant tout est beau, tout est bien, tout le monde mange, tout le monde, etc., on n'aurait pas pris, je pense, la mesure, l'ampleur de la situation, à savoir comment protéger les nôtres, comment protéger notre pays. Cette situation du Rwanda, on peut le prendre à notre profit comme un judoka, prend la force de l'autre pour pouvoir changer la situation. Donc ça nous permet aujourd'hui, Ousmane, je pense que tu l'as dit, ou toi, à savoir que ça nous donne l'occasion de gérer autrement notre service de sécurité, que ce soit au niveau des renseignements, et informations également, que ce soit au niveau de la police et de l'armée. Et nos concitoyens, et surtout les politiques et les partis politiques, le rôle qu'ils ont joué dans un sens comme dans un autre, pour nous mettre des fois en porte-à-faux avec les choses normales qui puissent équilibrer notre vie, notre développement. Très bien. Mais la question aussi que l'on se pose est celle de savoir si ces sanctions auront plutôt de l'impact sur le plan logistique et financier de l'armée rwandaise. Mais bien sûr. À côté de ça, il y a eu d'autres sanctions. Oui. Aujourd'hui, personne ne pourra dire le contraire. Le Rwanda n'a plus de moyens qu'ils avaient il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tout est limité. Tout est réduit à la portion congrue. Et je pense qu'il y a un manque à gagner dans les budgets du Rwanda. Le Rwanda a toujours vécu partiellement, au moins de moitié, par l'aide internationale et par le fait aussi de pouvoir récupérer indûment les matières premières qu'il y a sur notre sol. Avec le temps, d'une manière
ou d'une autre, le Rwanda, Kagame est affaibli. Quand on met les sanctions contre les généraux, mais les généraux ne savent plus ce qui peut leur arriver du jour au lendemain, ils voient à peu près ce que les Américains font par ailleurs, où les gens sont organisés, où les armées sont bien organisées, leurs services de sécurité bien organisés, mais le Rwanda, comme nous, ils savent qu'à tout moment on peut prendre un général, il y en a un qui est d'ailleurs bloqué quelque part en Europe. Donc pour vous dire qu'ils ne sont pas libres. Quand ils sortent de chez eux, regardent à gauche et à droite, alors qu'ils dormaient facilement, calmement sur leur laurier. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation de déstabilisation, ne serait-ce que morale. Et financièrement, on le sait, je vous l'ai dit, le Rwanda a perdu beaucoup de plumes par rapport au conflit qui nous lie à eux ces dernières années, plus qu'avant. Très bien. Ousmane Podokaba, je reviens à vous. Le Rwanda a eu à réagir face à ces sanctions, dénonçant une politique de deux poids, deux mesures dans la démarche de Washington. Ousmane Podokaba, faudra-t-il admettre que les sanctions imposées aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique qui ciblent, je dirais, là il faut prendre position aussi du Rwanda, injustement une partie, une seule partie au processus de paix, cela dénature bien évidemment la réalité de fait sur les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, je dirais que parce que le Rwanda a toujours la culture de mettre en avant des prétextes fallacieux, des alibis qui ne tiennent pas compte de la réalité. Le Rwanda, oui, parce que je l'ai dit ici à ma première parole ici, que le Rwanda bénéficiait des soutiens accrus des États-Unis d'Amérique, surtout les États-Unis d'Amérique. Parce qu'avec la France, le Rwanda, le régime de Kagame était à côté de sur avec la France. On le connaît bien avec la situation de 1994, avec ce qu'il y a eu au niveau du Rwanda. Donc la France et le Rwanda ont toujours des relations très froides. Mais avec les États-Unis d'Amérique, le Rwanda a toujours bénéficié de ces soutiens accrus, de ces soutiens très conséquents. Maintenant que les Américains veulent, je ne sais pas, changer leur manière de voir des choses, peut-être ça pourrait nuire, je ne sais pas, au régime des Kagame. Mais je reviens pour dire que le 1-23 reste toujours, par ailleurs, capable de porter de coups durs vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Nous avons vu, nous l'avons entendu même hier, qu'il aurait même attaqué la base militaire de Kisangani. Donc, ils ont encore le répondant. Nous devons être sérieux, nous devons être mieux organisés pour réduire la capacité des forces d'I-23. Sinon, le bouter sur le territoire congolais. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'international, nous pouvons en tirer des bénéfices. Quitte à nous d'être pragmatiques, d'être, comment je veux dire, réalistes pour que nous puissions engranger des gains. Maintenant, est-ce que le Rwanda est-il réellement affaibli? Je ne pense pas. Parce que ici, je l'ai dit ici, que même en 2013, le Rwanda était sous sanction. Ce qui a permis, je ne sais pas, au Congo de pouvoir affaiblir le 1-23. Est-ce qu'il n'y a pas diversion au niveau des relations des États-Unis d'Amérique et le Rwanda? S'il y a diversion, à nous ici en République démocratique du Congo, en tout cas de pousser encore, parce que nous sommes aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois au mois de juin, nous aurons à présider le Conseil. Donc nous avons aujourd'hui des atouts, nous avons aujourd'hui des moyens pour faire fléchir le régime des Kagame. Monsieur Gandhi, Oui. faudra-t-il admettre qu'avec ces sanctions, les temps de posture est donc révolu? Fini la récréation. Moi, je suis de ceux qui, dès les premières semaines qu'il y a eu des accords avec les Américains, dès les premières semaines où le président américain a dit que la guerre est terminée, pour moi,
j'allais dans le même sens. Aujourd'hui, ce sont les résidus de la guerre. On n'a même pas eu de guerre. On a été attaqué, on a été envahi par le Rwandais de Kagame. Kagame ne possède pas encore tout le territoire qu'il a pu acquérir. Uvira, sur coup de téléphone, Uvira a été complètement lâché. Moi, je pense qu'il ne suffit pas de grand-chose. On peut se réveiller du jour au lendemain. Aucun Rwandais ne se retrouvera sur le territoire congolais. S'il persiste ainsi, il y a lieu de voir que non seulement on peut attaquer ceux qui sont sur le sol congolais, il y a fort à parier qu'on peut même déplacer ce conflit au Rwanda même. Si on déplace le conflit au Rwanda, le Rwanda ne sera pas à mesure de pouvoir résister. Pourquoi? Un, il n'a pas la totalité de son armée sur place. Il y a une partie au Congo. Oui. Beaucoup ont été décimés. Il y a une partie en Centrafrique, dans le cadre des Nations Unies, où il prend sa couverture pour dire que c'est un bon élève qui aide bien les Nations Unies quand il y a des conflits, il y a des problèmes, il envoie les militaires. Il y a une partie de son armée en Centrafrique. Il y a une partie de son armée au Mozambique, où ils sont mal acceptés, ou pas du tout acceptés. Moi, je pense que si un affrontement, à un moment donné, si on déplace cet affrontement-là sur le sol rwandais, ben, ce sera la fin de Kagame, puisque Kagame n'a pas l'accord, l'appui de la majorité des Rwandais, qu'ils soient Hutu ou Tutsi. Ben, les gens attendent qu'on puisse le déstabiliser complètement, un peu à l'image de ce qui se passe en Iran. Les chefs étaient là, ils s'imposaient. Personne ne disait rien. Ils pouvaient les décimer comme ils voulaient, etc. Mais aujourd'hui, il est où? Aux enfers. Kagame, s'il est humain, s'il réfléchit, au moins un tantinet, je pense qu'il sait que s'il va plus loin, il risque d'avoir plus qu'une chicotte. Mais aujourd'hui, les faits sont là, documentés pour établir des responsabilités face à cet état des choses. Kagame vient d'être sanctionné, en fait, son armée, par les trésors américains. Pourrait-il admettre que ce n'est plus une simple dénonciation, c'est plutôt une mise à l'index historique aujourd'hui de l'appareil militaire rwandais plutôt, mais par là, faut-il louer la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est plus une diplomatie des salons? Ouais, ce n'est plus à démontrer, comme tu l'as dit. Là, ça saute aux yeux. Même pour ceux qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles, les non-voyants de l'époque qui disaient que le président de la République fait le tourisme. Mais il y a le tourisme qui paye. Hein. Il y a le tourisme qui paye, c'est un peu ça. Le président de la République, à travers ce que certains, de manière malheureuse, ont qualifié de tourisme, voilà, dans nos mains, nous avons toute la communauté internationale et la société internationale pour dire que finalement, on avait raison, mais finalement, on ne peut pas continuer à souffrir, à voir notre peuple, nos populations souffrir dans cet état-là. On ne peut pas continuer à accepter que nos populations vivent dans la misère, alors qu'on a un pays qui est riche, qui a des matières premières qu'on pouvait vendre. Le manque à gagner de ce que Kagame a pris, se reconstruit combien de kilomètres de route. Le manque à gagner dans l'exploitation illicite du Rwanda, de Kagame au niveau du pays. Combien d'hôpitaux n'aurait-on pas construit? Le manque à gagner qu'il y ait à ce vol de minéraux de l'Est de la République serait pu aider aussi à la construction des écoles, à majorer les salaires des enseignants, à majorer les salaires des médecins, à majorer les salaires de militaires, de policiers. Là aussi, c'est une leçon. Là aussi, c'est une leçon pour dire que quand il y a l'argent dans notre pays, même si c'est minime, même si nous recueillons moins de 20% de ce que donnent les matières premières au niveau international, pensons d'abord au nôtre. Dépensons cet argent-là pour le nôtre. Question de créer une cohésion, question de cimenter notre nation, etc. Voilà, cet argent, on ne s'est pas servi pour nos populations, mais cet argent aujourd'hui est parti ailleurs.
quand Mbosso, dont on ne parle pas aujourd'hui, disait « Regardez-nous, parmi les élites politiques, notamment les députés, il y avait des gens qui combinaient avec l'extérieur, avec le Rwanda. » Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés. On lui a rigolé au nez pour certains. Et la justice congolaise n'a pas joué son rôle. Pour Moutamba, pour quelque chose de minime, Moutamba est arrêté. Mais ce genre de choses dénoncées par les députés eux-mêmes au travers Mbosso, la justice Mvonde n'est pas allée chercher là où il y avait des gens qui mettaient à mal, qui déstabilisaient le pays. D'autres même, plus récemment, quand on a arrêté Mwanga Chouchou, combien ne sont-ils pas sortis de bois pour défendre Mwanga Chouchou? Mwanga Chouchou, c'était une plaque tournante dans l'Est, là où il y a des minéraux stratégiques, etc. Donc, cette fois-ci aussi, c'est une leçon pour nous, Congolais, surtout ceux de l'opposition armée, ou ceux de l'opposition qui sont assis entre deux chaises, ça pose un problème. Nous devons, on a encore une nation, un État fragile. Donc, on doit se mettre ensemble, regarder dans la même direction. C'est pas une question de postes. Quand on vient au pouvoir, pour ceux qui veulent aller au pouvoir, ils viennent soi-disant pour rendre service au peuple. Mais si ce service est rendu par quelqu'un d'autre que, ils ne peuvent que, ils doivent applaudir dans le sens où le peuple peut ou doit se retrouver. Si on est ensemble, il y aura moins de déséquilibre au niveau des salaires, il y aura moins de déséquilibre au niveau de notre société. Je pense qu'on doit penser à ça. C'est nécessaire qu'on ait comme 5 doigts de la main. Très bien. Ousmane Podokaba, je reviens à vous. Malgré ces sanctions ciblées contre l'armée rwandaise, l'AFC M23 fait la loi dans des territoires qu'ils occupent. Ils ont eu à prendre une décision de la fermeture de l'église Lumière du Monde du pasteur Gilles Moulindois. D'après plusieurs membres de cette communauté, cette mesure serait liée à la doctrine de l'Église inspirée des Romains 13 qui invite les croyants à prier pour les institutions légalement établies, une orientation théologique interprétée par certains comme un appui pour un appui, je dirais, implicite aux autorités reconnues, ce qui pourrait en fait motiver la décision des rebelles entassés. Comment voyez-vous ces réalités? Oui, j'étais en train de dire aussi que les 1-23 continuent à avoir les répondants. Il est encore capable de porter des coups durs contre nous, contre la République démocratique du Congo, contre l'opposition du FARDC. Même si aujourd'hui le Rwanda paraît affaibli et que le Rwanda ait décidé de retirer ses soldats, aujourd'hui, les 1-23 pourraient assurer son autonomie. Parce qu'il a eu à former des militaires dans le centre de Rumangabo. Il y a eu plusieurs vagues de formation. Ils peuvent aujourd'hui être comptés dans des centaines de milliers. Donc nous devons ici être... Mais la logistique va toujours poser problème. Oui. Donc ça veut dire quoi? Avant, les 1-23 avaient sa base arrière était le Rwanda. Oui. Maintenant qu'ils ont, comment je vais dire, maintenant qu'ils ont diré à Goma et les autres villes, ils peuvent en constituer une autre base arrière à partir de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'étais en train de dire, il ne faut pas que nous minimisons les 1-23, bien que le Rwanda pourrait partir. Ici en République démocratique du Congo, nous devons continuer à être sérieux. Eux, je le vois, le président d'ailleurs est dans cette lancée-là, avec le budget qui a été voté, je l'ai toujours dit, le budget militaire, l'allocation du budget militaire est maintenant à 30%, ce qui veut dire que nous avons 6 milliards de dollars. Avec ça, avec, comment je dis, le concours de tous ces services de sécurité, des renseignements, avec une bonne, je ne sais pas, avec des mécanismes opérationnels très efficients, très efficaces, nous pouvons venir à bout du 1-23. Mais nous ne devons pas
pour le moment, dire que les 1,23 serait déjà faible. Ça, je ne pense pas. Nous devons être en tout cas, comment je vais dire, très sérieux et continuer à considérer cette force-là négative capable de pouvoir créer des choses en République démocratique du Congo. Donc, nous devons être en mesure de pouvoir éradiquer cette force du 1,23. Parce que c'est la plus grande force nuisible en République démocratique du Congo. Je l'ai dit ici, ils ont maintenant plus de force, plus d'éléments et de matériel. S'ils sont capables de frapper à profondeur, c'est-à-dire à partir de là où ils sont jusqu'à Kisangani, c'est qu'il faut pas minimiser leur force. Donc en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit ici, nous devons être, comment je vais dire, capables de créer les mécanismes qui pourront amener le 1,23 à bout. Mais c'est qu'on dit, l'AFC 23 continue à s'aimer la zizanie sur les terrains. Ils ont eu à prendre des décisions, je dirais d'une manière unilatérale, qui consistait donc à fermer l'église Lumière du Monde du pasteur Gilles Mulunda. Mais au-delà de la polémique religieuse, vous ne voyez pas que cette décision soulève des interrogations sur, bien évidemment, la liberté des cultes et l'encadrement spirituel des populations vivant sous administration de l'AFC 23. Ben, quand on est aux abois, on ne peut pas avoir un autre comportement. C'est le comportement des gens qui sont aux abois. C'est un mouvement qui est déstructuré déjà. Il faut le soulever. Perdre deux de leurs leaders principaux, c'est pas chose facile. C'est la débandade. Aujourd'hui, ils vont commencer Qu'est-ce que l'Église a à faire dans tout ça? C'est que cette Église dérange, en fait. Ben oui, quand l'Église ou les autres groupes ne vont pas dans leur sens, c'est normal. Dans la logique, dans leur logique. Ils ne comprennent pas qu'ils ont choisi un mauvais chemin. Ils ont choisi un mauvais chemin. Quand tu commences à s'attaquer, à menacer les églises, regardez ici, au niveau du gouvernement central, il y a eu des problèmes avec les églises, certaines églises, les CC et l'église catholique. Jamais il y a eu menace du gouvernement pour dire désormais, vous, l'église, on vous pointe pour... Pourquoi? Puisqu'on est dans un État, dans un processus démocratique et le président de la République, son gouvernement, pense que tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais à condition de ne pas déstabiliser l'établissement, c'est-à-dire l'État, l'administration. Tant que tu ne déstabilises pas par tes propos l'administration et l'État, personne ne va t'attaquer de front pour mettre fin à tes activités. Donc aujourd'hui, Kagame et consorts sont aux abois. D'une manière ou d'une autre, le pasteur là a eu raison de dire, de pointer du doigt ce qu'il y a à dire, qu'il soit rassuré que dans quelques temps, pendant cette année, on vivra autre chose dans cette partie du Congo. Militairement, Ousmane a parlé de budget. C'est un des rares budgets importants au niveau de la défense en Afrique. Les pays qui ont plus de moyens militaires, c'est les pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme l'Algérie, etc. Nous, on fait partie des top 10, voire même des top 5, où le budget de l'armée est aussi important. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse travailler dur au niveau des matières premières, au niveau de l'agriculture, au niveau de beaucoup de choses, pour faire en sorte que notre budget, qui est autour de 20 milliards aujourd'hui, soit doublé, voire même triplé, pour qu'on soit capable aussi de mettre un budget conséquent pour l'éducation. L'arme de demain, c'est l'éducation. On doit assurer sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, on doit assurer aussi sur le plan intellectuel. L'éducation est une arme pour une nation. Quand vous regardez les pays comme la Corée du Sud, quand vous regardez les pays comme le Japon, comme Singapour, c'est des pays qui ont la tête haute par le fait qu'ils ont eu à faire en sorte que l'éducation soit une arme principale pour leur développement, pour leur ramener les moyens. Aujourd'hui, technologiquement, ils sont parmi les grands pays. Singapour sur le plan financier, les autres, la Corée du Sud,
et le Japon, c'est sur le plan technologique. Demain, nous devons avoir une armée au niveau de l'éducation nationale, pas une armée qui combatte avec des armes, une armée qui combatte par la créativité, par l'inventivité de nos populations. Qu'est-ce qu'on invente aujourd'hui? Pas grand-chose. Tout nous vient de l'Occident. On dépend de l'Occident dans tout. Alors qu'on pouvait former des intelligences, pas dans nos universités aujourd'hui qui ont du mal à s'en sortir, en attendant de remodeler nos universités, les mettre à un niveau international. On doit envoyer des cohortes, une armée d'étudiants dans tout le domaine, surtout dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, dans le domaine industriel. Nous devons nous dire, on se donne 5-10 ans, mais les Chinois sont parvenus à s'en sortir technologiquement et autres. Comment? Il n'y avait pas de grandes universités en Chine. Ces dernières années, oui. Mais à l'époque, les Chinois ont envoyé leurs enfants, leurs étudiants, tous azimuts, en Amérique, en Europe, partout où ils pouvaient aller prendre du savoir et avoir le savoir, les moyens de pouvoir se défendre et compter sur le plan international. Notre combat, c'est pas devenir une puissance mondiale. Mais notre combat, c'est de faire en sorte que notre pays soit puissant, que le peuple s'en sorte, que ce soit un peuple puissant, qui apporte, qui rentre dans le système international. Au lieu de rester comme nous sommes aujourd'hui sujets des relations internationales, qu'on devienne des acteurs dans les relations internationales. Et cela est possible. Le Congo démocratique est une puissance africaine d'avenir. C'est une puissance en devenir, pour peu qu'on puisse, après l'armée normale, classique, qu'on puisse solidifier l'armée intellectuelle. Mais l'armée rwandaise sanctionnée par les États-Unis d'Amérique pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, la République démocratique du Congo exprime sa profonde reconnaissance aux États-Unis pour leur implication constante, mais également leur détermination et leur leadership, bien évidemment en faveur de la paix dans cette partie du territoire. Comment interprétez-vous la posture du gouvernement de la République démocratique du Congo? Faudra-t-il saluer ou maintenir les statu quo d'une armée faible? Non, moi je dis que on doit saluer le soutien des Américains. N'eût été leur soutien, de leurs dépendants comme Israël, on parlerait d'autre chose aujourd'hui en République démocratique du Congo. La façon dont les Rwandais, l'armée rwandaise était organisée avec le matériel sophistiqué, on allait avoir du mal. Non seulement on avait le problème du matériel, pas très sophistiqué, on avait aussi des matériels au niveau de la formation de nos militaires, sans compter qu'au moins la moitié de nos forces, on le perdait par l'effet du fait que les Rwandais avaient plutôt infiltré nos armées, nos administrations. En plus de l'infiltration des Rwandais, nous avions des nôtres. Nous avons encore des nôtres qui jouent soit double jeu, soit le jeu de Kagame. On était dans une difficulté énorme. Et les guerres aujourd'hui, c'est des guerres technologiques. Les guerres d'aujourd'hui, c'est des guerres liées aux armées professionnelles qu'on n'avait pas. Mais aujourd'hui, si on arrive à maintenir l'équilibre, voire même à dominer un peu sur les terrains, c'est par le fait d'appui des services des renseignements israéliens et des services des renseignements américains. Par le fait que les Américains, au travers Mindombe, au travers Blackwater, nous amènent la technologie qui nous permettent aujourd'hui de contrôler notre espace. Il y a deux exemples, ou un exemple, les cas de Kisangani. À deux reprises, les Rwandais sont arrivés à venir aux côtés de notre aéroport de Kisangani pour pouvoir tout détruire. Mais c'est avéré qu'avec cette nouvelle technologie, avec cet appui israélien, américain, ils n'y arrivent pas. Avec Blackwater, ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, nous contrôlons l'espace aérien.
Les Rwandais ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient hier, il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils ont complètement anéanti de ce côté-là. Nous montons aussi sur place les drones. On n'attend pas simplement que ça vienne, mais on le monte sur place à Kisangani même. Donc il devient une base importante. Donc moi je pense que saluer l'appui des Américains, c'est normal. Certes, dans cette histoire, ils gagnent des matières premières, mais nous gagnons aussi, nous gagnerons en sécurité, et qui plus est, on gagnera si les accords sont mis en application, mis en œuvre, on gagnera par le fait des créations des industries, des usines qui vont employer les nôtres. Comme je le disais, notre combat, c'est le combat de la formation, c'est le combat de l'éducation. En cela, je n'ai pas senti le gouvernement actuel prendre à bras le corps ce problème qui va se poser à nous d'ici à quelques années. Moi, je pense que comme on a pris des décisions rapidement pour l'armée, pour la défense, on devrait le faire pour l'éducation. Puisque demain, il y a des emplois, et des emplois qui vont demander une certaine technicité. Je pense que c'est important qu'on puisse penser à une nouvelle politique de l'enseignement, de la formation, de l'éducation en général. Très bien. Ousmane Podokaba, changeons de chapitre. Parlons cette fois-ci de la guerre Iran-États-Unis d'Amérique, avec ces frappes de missiles, ces frappes bien évidemment de la part des États-Unis d'Amérique qui ont conduit plutôt à la mort du guide suprême iranien. Ousmane Podokaba, comment interprétez-vous cette guerre? Oui, évidemment, c'est la guerre des influences, la guerre de puissance, une guerre qui est faite sur base de principes géostratégiques. L'Iran, si peut-être que l'on voudrait connaître à fond qu'est-ce qui se passe, il faudra aussi, revenir en arrière pour bien comprendre cela. L'Iran, depuis 1979, entretient avec les États-Unis des relations très froides, des relations tendues. Parce qu'en 1979, les Iraniens avaient réussi, je crois, à pénétrer à l'ambassade américaine et à arrêter des commandos américains. Depuis 1979 jusqu'à ce jour, l'Iran est presque l'ennemi juré des Américains. Et bien au-delà des Américains, il y a aussi l'Israël, qui paraît comme étant une base avancée des Américains, évidemment aussi des Occidentaux. Alors, comme les États-Unis d'Amérique, après, je crois, la fin de la guerre froide, les États-Unis d'Amérique étant resté la seule force sur le plan international, oui. Et maintenant que les autres forces commencent maintenant à émerger, notamment la résurgence, le retour de la Russie, la montée de la Chine, évidemment aussi cette capacité balistique tant redoutée par les Américains de l'Iran. C'est comme ça que les Américains, quelque part, se sentant frustrés, se sentant, je ne sais pas, ne voulant pas être concurrencés sur le plan international, commencent maintenant à s'attaquer à tous ces pays, n'est-ce pas, potentiellement, qui peuvent peut-être demain concurrencer les États-Unis d'Amérique sur le plan international. Comme aussi les Américains ne veulent pas qu'au Moyen-Orient, qui est un pays qui soit capable de rivaliser contre l'Israël, comme aujourd'hui l'Iran reste le seul pays, c'est comme ça que les États-Unis d'Amérique ont lancé ces attaques contre l'Iran. Et vous allez voir que, comment je vais dire, aux alentours de l'Iran, tout ce pays arabe abrite des bases américaines. Donc l'Iran étant dans cette situation qui le met en étau, mais lorsque l'on voit l'Iran avoir la capacité de répondre, on peut dire aussi que voilà, ça aussi, l'Iran reste par ailleurs un État debout parce qu'il défend ses idéaux, debout parce qu'il défend sa patrie, debout parce que, permettez-moi les termes, l'Iran ne veut pas lyncher les dessous de Donald Trump. Donc même si
les États-Unis d'Amérique et ses différents alliés arrivaient à bout de l'Iran, mais l'histoire retiendra que nous avions vu un État capable de rivaliser contre plusieurs États. C'est ce qui se fait sur terrain. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va nous dire, parce que même sur terrain, on sent maintenant la frustration même de Donald Trump, de l'administration américaine, qui pensait qu'après la mort d'Ayatollah Khomeini, l'Iran va s'effondrer, l'Iran va pouvoir obéir aux ordres américains. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Donc l'Iran continue à se battre contre les États-Unis d'Amérique, contre l'Israël, contre l'Union européenne. Et puis aujourd'hui, les gens semblent redouter l'embrasement régional. Parce que là, il faut souligner la capacité de l'Iran à mener des attaques combinées, de manière simultanée, à divers endroits, contre les positions américaines. L'Iran est parvenu même à détruire la base navale des États-Unis au niveau des Bahreïn. Aujourd'hui, l'Iran a visé l'ambassade des États-Unis d'Amérique au niveau de l'Arabie Saoudite. Oui, les gens peuvent lui dire que voilà, ce sont des cibles civiles, mais aussi les États-Unis d'Amérique ont y attaqué des écoles au niveau de l'Iran. Et ces attaques ont tué des enfants, des pauvres innocents. Donc nous sommes dans ces cas de figure où des blocs s'affrontent. L'Iran, on ne sait pas si peut-être il va bénéficier du soutien de la Russie ou de la Chine, mais l'Iran fait partie du BRICS. BRICS qui est une institution monétaire, peut-être le BRICS pouvait, dans les jours qui vont venir ici, concurrencer le FMI, concurrencer la Banque mondiale. Et les États-Unis d'Amérique sont en train de voir tout ça de mauvais œil. Nous sommes en train de voir et de constater, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais seulement que l'Iran est celle qui se bat contre plusieurs nations. Très bien. Mais Gondi, je reviens à vous. Oui. L'Iran éparpille aujourd'hui ses missiles sur ses voisins, au lieu de les focaliser, bien évidemment, sur les porte-avions américains. À cette allure, si la Chine, grand acheteur bien évidemment de pétrole iranien, ne prend pas fait et cause pour l'Iran, vous ne voyez pas que la guerre sera courte si elle intervient en faveur de l'économie mondiale qui risque d'être effondrée d'ici là? Je pense que les premières conséquences, qui va les payer, c'est l'Iran. L'Iran vit grâce au pétrole. L'Iran va payer un prix cher là-dessus. Est-ce que l'Iran est à même de pouvoir supporter la guerre au-delà d'un mois? Ce sont des interrogations. L'Iran ne fabrique pas les armes sophistiquées en dehors des armes qu'il achète au niveau de l'Union soviétique. Quelle arme? C'est pour pouvoir bloquer les attaques venant d'Israël, des États-Unis. C'est ça le tableau. Qui va payer encore plus par rapport à ça? C'est des pays comme le nôtre, c'est l'Afrique. Nous dépendons du pétrole. Pour l'essentiel du pétrole qui vient par le détroit d'Ormuz. C'est nous qui allons voir le prix de l'essence augmenter, surtout le cas du Congo, notre pays, d'autant plus qu'on a déjà un déficit au niveau de notre budget concernant les fonctionnaires. Ça posera un problème. On renchérit le prix de l'essence qui aura, si on le fait, à moins que le gouvernement prenne sur lui les dépenses, même si le prix de l'essence augmente, mais même s'il prend sur lui, ça porte conséquence par rapport au budget national, par rapport mais par rapport à la République démocratique du Congo dont vous faites la révision, vous ne voyez pas qu'il doit opter pour une vision prudentielle, envie bien évidemment de garantir le bien-être collectif,
face à cet état des choses. Le gouvernement a déjà dit quelque chose en ce moment. Le gouvernement est resté neutre. Moi, je pense que la position du gouvernement aujourd'hui, c'est une bonne position. Puisque si on regarde la base même du conflit, là, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Iran veut posséder l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, tu ne peux pas mettre dans le main de n'importe quel État. C'est comme quand il y a certains outils à la maison, on peut laisser les jouer aux enfants. Mais quand un enfant commence à prendre le couteau, jouer avec d'autres copains avec le couteau, qu'est-ce qui arrive? Les parents interviennent. Mais sachez que aujourd'hui, ce que l'Iran veut faire, veut avoir, c'est banni au niveau des relations internationales. Déjà vers les années 70, je crois, il y a eu des conventions pour la non-prolifération des armes nucléaires, pour ne pas multiplier le nombre des États possédant cette arme. Puisqu'on s'est dit, demain, si on laisse ces armes dans les mains de n'importe quel État, de n'importe quel régime, si on se retrouve avec un Kagame ayant l'arme nucléaire, mais Kagame va faire de l'Afrique son pays. Ce ne sera pas seulement le Rwanda. Les gens ne voient pas les conséquences. Les conséquences, Einstein l'avait déjà vu quand il est venu au Congo pour vérifier, pour analyser l'uranium congolais, en disant l'uranium congolais, c'est l'uranium qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous laissez ce pays dans les mains de n'importe qui, ensuite cette personne ou cet État-là va récupérer cet uranium, mettra le monde en danger. Déjà, en ces temps-là, il a fallu plusieurs années pour qu'on arrive à la convention de la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de ne pas disséminer, de ne pas multiplier le nombre d'États qui ont des armes nucléaires. Je vous ai donné un exemple simple, c'est l'exemple du Congo. Si le Rwanda avait l'arme nucléaire, est-ce qu'on parlerait? Donc il faut faire attention avant de prendre position pour l'Iran aujourd'hui. Je ne dis pas que les Américains sont les plus gentils du monde, mais au moins ils savent limiter. Ils ont cette arme-là, ils savent limiter en fait son emploi. Ils n'emploient pas tous azimuts l'arme nucléaire. Ils le feraient facilement. Ils écraseraient l'Iran en 24 heures. Mais ils ne le feront pas. Mais donne cette arme-là à l'Iran. Mais vous savez comment fonctionnent certains pays du Moyen-Orient. Je ne vous dis que ça, simplement. Donc aujourd'hui, s'il y a un peu de résistance de l'Iran, c'est par le fait des nouvelles technologies que la Chine a transférées, a données à l'Iran. Mais si cette guerre dure entre 1 et 3 mois, l'Iran ne tiendra pas le coup. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils arrivent à attaquer leurs responsables. On les élimine, on élimine Khomeini, on élimine plusieurs généraux dans un pays soi-disant avancé technologiquement. Mais l'Iran ne va pas tenir les coups, comme vous le dites, mais entre-temps, Dimitri Medvedev parle d'une guerre mondiale qui s'est profilée. De la Russie. Moi, je pense qu'il ferait mieux. La Russie, je ne suis pas américain. Moscou durcit aujourd'hui les temps et rappelle que son arsenal nucléaire est en état d'alerte maximale, prêt à répondre à toute menace existentielle. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a ces soutiens qui peuvent tenir face aux États-Unis d'Amérique? Je ne pense pas. Aujourd'hui, quand on regarde les forces en présence, hier, les Européens étaient en bis-bis, en discutant avec les Américains. Les Américains sont en conflit aujourd'hui. Vous avez vu comment les Européens, de manière un peu voilée, sont allés soutenir les Américains en disant on a attaqué les nôtres, donc les Émirats Arabes Unis, le Doha, tous ces pays-là. Au lieu de dire on vient en soutien aux Américains par rapport à leur philosophie occidentale, ils disent non, non, on vient soutenir les Émirats Arabes. Ce qu'on a attaqué, ce n'est pas les Émirats, on a attaqué les bases américaines. Donc, pour vous dire que même la Russie aujourd'hui, la Russie a du mal à partir avec les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas s'élancer dans une autre guerre. Ils ne peuvent pas. Ils seront anéantis. Puisque si ils déplacent en partie le conflit qu'ils ont avec l'Ukraine de l'autre côté, du côté de l'Europe, l'Ukraine prendra du poil de la bête et puis pourra peser dans cette guerre
et mettre la Russie en danger. C'est pas possible. La Chine, même si technologiquement ils sont avancés, les Chinois ne pourront pas rentrer dans cette guerre. Il y aura des conséquences fâcheuses. Ils ne sauront pas s'en sortir. Aujourd'hui, l'Amérique fort de son armement et en soutien avec Israël qui est aussi très fort en armement. Mais la force qui va dominer sur le terrain, c'est plutôt la force de l'information, comme Brzezinski, un ancien secrétaire d'État américain, disait les prochaines guerres, là c'était dans les années 70-80, les prochaines guerres se gagneront pas par des armes, par l'information. Aujourd'hui, au niveau de l'information, il n'y a pas plus fort que Mossad, donc israélien, il n'y a pas plus fort que la CIA américain, ou les autres puissances au niveau de l'information qui viennent après les deux là, ils sont du côté américain, côté occidental. Donc les guerres les guerres au pluriel, ou la guerre telle que c'est là, avancée d'Iran et l'Amérique et l'Israël, c'est l'information. C'est que les Américains ont fait jusqu'à présent, c'est pas du fait des armes, de son armement, c'est du fait qu'ils possèdent l'information. L'information. Ça, ils l'ont démontré, comme je l'ai dit, en allant attaquer l'homme le plus puissant du monde de l'Orient. Ils l'ont attaqué. Ils ont attaqué plusieurs généraux, ils les ont éliminés. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient l'information. Cette guerre se gagnera par l'information, par la destruction. Mais on se demande, qu'est-ce qui motive en fait les soutiens des États-Unis en Israël? Non, mais ça cache quelque chose, ou bien c'est parce que l'Israël est l'œil de la prunelle de l'Éternel? C'est ici, chez nous, qu'on néglige ce qu'on appelle la diaspora. La diaspora, c'est une puissance pour chaque pays qui a une bonne diaspora, bien ancrée dans les pays les plus développés, bien ancrée dans les finances, bien ancrée dans tout. Aujourd'hui, la puissance de l'Israël, lui, vient particulièrement de sa diaspora disséminée à travers le monde. À travers le monde, en Amérique, en Europe, voire même en Afrique du Nord. Disséminés ça et là, mais sans le vouloir, disséminés par le fait qu'ils étaient persécutés chez eux. Oui. Ils sont allés demander refuge ailleurs, ils y ont travaillé. Là où ils étaient encore persécutés par Staline, Mussolini, Hitler, Adolphe. Oui, en Europe. Mais ils sont allés se refaire une vie et occupant des postes stratégiques partout où ils étaient, bien organisés. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'influence des Juifs dans la politique, dans l'économie, dans la défense des États-Unis n'est pas à démontrer. Quand tu touches à un cheveu des Israéliens, les Américains sont là. Les Américains, ce n'est pas autre chose que la diaspora israélienne qui a en Amérique, qui a en Occident, en Europe. Ça, tu ne peux pas toucher à Israël. Si Israël n'avait pas cette diaspora, cette influence au travers le monde, les pays arabes là, ou les pays du Moyen-Orient, auraient fait de l'Israël une bouchée. Mais la puissance leur vient du fait de leur implantation partout, du fait qu'ils dominent l'intelligence d'abord, parce que l'intelligence, c'est très important. Ils ont formé les leurs dans tous les domaines. Oui. Ils ont aussi soutenu les leurs dans le monde des affaires, etc., etc. Donc, il faut que nous, on prenne la leçon de ce qui se passe entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Nous avons une diaspora à gestation qui n'est pas importante, qui pourra, avec nos enfants, nos petits-enfants, devenir importante demain, et qui vont se retrouver, beaucoup se retrouvent dans l'armée française, belge et autres. Et ils sont en train d'acquérir un savoir, un savoir-faire, un savoir-être également. Ceux-là pourront demain de nos conseillers de la République et de notre pays à aller de l'avant. Très bien. Ousmane Podokaba, je termine par vous. Comment voyez-vous la finalité de cette guerre et ses impacts sur le monde? Effectivement, cette guerre qui semble déjà s'embraser au niveau régional, je crois, si ça continue comme ça, peut-être ça va pas très négatif, même sur le point économique. Parce que l'Iran semble fermer le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz fait transiter, je pense,
Oui. peut transiter, je pense, 20%. Oui, allez-y. Ah ouais. Alors là, on ira, semble fermer le docteur Dormousset qui n'est pas bien. Je voudrais aussi dire, le Congo, si la République démocratique du Congo, faisant référence à ce qui se passe au niveau international, si la République démocratique du Congo a eu de sérieux problèmes, parce que lorsque les États-Unis d'Amérique sont restés la seule force à l'international, nous avions commencé à avoir des problèmes. Lorsque l'URSS et les États-Unis d'Amérique étaient au sommet international, le Congo respirait. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique ont eu à miser avec Mobutu. Mais lorsque l'URSS s'est effondré, cette raison, la guerre froide n'avait plus sa raison d'être et le Congo était devenu affaibli. Et je pense que la bipolarité ou la multipolarité à l'international permet de pays comme le nôtre, n'est-ce pas, à respirer sur le plan international. Même si aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, comment on veut dire, nous font des yeux doux, c'est parce qu'il y a le retour de la Russie, il y a la montée de la Chine, il y a aussi cette montée de l'Iran. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique sont ici en République démocratique du Congo. Donc nous devons défendre ces mondes multipolaires, nous devons défendre ces mondes bipolaires pour que nous puissions aussi être utiles dans ce monde. Très bien. En tout cas, c'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, je sais que vous étiez très nombreux en train de suivre votre magazine Le Kiosque. Je remercie Ousmane Podokaba d'avoir répondu à notre invitation, mais également M. Gondi. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du canal Congo Télévision, je vous dis donc merci d'avoir suivi Kiosque. Le prochain rendez-vous est donc pris pour les jeudis. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur canal Congo Télévision.